Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Cette réputation-là va l'emmener plus loin que ce qu'il imagine encore. À Philadelphie, dans un congrès où tout va se jouer, en Europe, dans des négociations décisives, jusqu'à la Maison-Blanche, qui n'existe évidemment pas encore. Mais avant ça, une autre scène cruciale est en train de se préparer. La prise de conscience brutale que malgré son tempérament doux à la maison, John Adams va devenir l'un des orateurs les plus redoutés du continent. Et ça commence autrement que ce que vous attendez. On est alors en septembre 1774. John Adams, 38 ans, quitte enfin le Massachusetts pour un voyage qui va changer sa vie. Il part si tôt que sa femme, Abigail, encore dans son lit, n'aura qu'un souvenir, on va dire, vague de son visage, penché vers elle, murmurant qu'il va revenir vite. Elle sait qu'il ment, et lui, il sait qu'elle le sait. J'ai dit Abigail, c'est Abigail, on prononce comme on veut. Parce que ce qu'il attend à Philadelphie n'est rien de moins qu'une réunion inédite. C'est tout simplement le premier congrès continental. 12 colonies qui, pour la première fois, vont discuter ensemble de leur avenir, de leur rapport à la couronne et peut-être seulement, d'une rupture que personne n'ose encore nommer. Alors, je ne fais pas en parallèle l'histoire de la Révolution américaine. J'ai déjà fait cette émission, vous pourrez l'écouter. Peut-être que je la referai d'ailleurs. Mais là, vraiment, je voudrais m'attacher au personnage John Adams. Je n'ai pas parlé de son enfance. On n'a pas grand-chose d'ailleurs. C'est pas très intéressant. J'ai voulu commencer vraiment par là où il arrive au monde, si vous voulez. Et au moment où il arrive dans ce premier congrès continental, c'est pas encore un révolutionnaire flamboyant, c'est pas un Hamilton au verbe incandescent, c'est pas un Jefferson au charisme ou au charme aristocratique. Il n'a ni l'élégance, ni la stature héroïque, et encore moins de réseau. Ce qu'il a en revanche, c'est une véritable endurance mentale, presque inquiétante, une honnêteté sans faille, voyez, et une capacité rare, tenir tête à n'importe qui quand il croit avoir raison. Ça va lui jouer des tours plus tard. Mais enfin, pour l'instant, on n'en est pas là. Son arrivée à Philadelphie, d'ailleurs, le déconcerte. La ville est immense, animée, cosmopolite. Rien à voir avec Boston, avec ses rues tortueuses. Boston est une vieille ville. C'est quand même la ville d'arrivée des premiers immigrants. Donc, rien à voir avec Philadelphie, qui a énormément évolué. Les délégations des autres colonies sont impressionnantes. Des Virginiens splendides, vous savez, dans leurs habits élégants. Les Caroliniens, avec leurs manières aristocratiques. Les Pennsylvaniens, qui sont très sûrs d'eux. Adams se sent, lui, provincial, pour pas dire plouc. Alors il dit rien, mais il enrage intérieurement de cette gêne qu'il croyait justement avoir laissée derrière lui. On le sait par les courriers qu'il envoie à sa femme. Le premier jour, il écoute plus qu'il ne parle. Les débats sont prudents, hésitants. On accuse Londres, bien sûr, mais il faut savoir, personne veut aller trop loin. On n'ose pas, personne. Si vous voulez, il y a cette réunion, mais personne. En gros, c'est à celui qui voudrait laisser le voisin y aller, mais personne ne veut y aller, quoi, en gros. On aimerait bien y aller, mais personne n'ose. Et puis, il y a cette question, là encore une fois, dont personne ne parle à voix haute. C'est la question. Les colonies veulent-elles vraiment l'indépendance ? Alors, comme je vous le disais, Adams, au début, reste en retrait. Il prend des notes. Beaucoup de notes, on a toutes ces notes. Il observe, il décortique, il analyse chaque position, chaque stratégie. C'est un peu comme une chaudière, vous savez, prête à exploser, mais qui attend le bon moment pour libérer la pression. Et ce moment arrive plus vite que prévu. Au bout de quelques jours, parce qu'il faut quelques jours, Adams comprend que le Congrès est en train de s'enliser, que la peur de l'irréparable paralyse les esprits, que les modérés, pétris de bonne volonté, mais terrifiés par la rupture, mènent lentement l'Assemblée vers une impasse. En gros, du blabla, mais rien d'autre. Et alors, un matin, sans prévenir, Adams demande la parole. Et c'est pas un discours préparé. C'est une sorte de jet de conviction, un mélange de colère, de lucidité, une prière presque qui est adressée à ses collègues. Et il parle de ses années d'avocat, de son combat pour la justice, de ce qu'il a vu à Boston, des libertés qui se réduisent, des soldats qui logent chez l'habitant, des taxes arbitraires. Il dit que la réconciliation avec la Grande-Bretagne est souhaitable, mais qu'elle devient chaque jour plus illusoire. Et soudain, sans qu'on l'ait anticipé, il lâche le mot que beaucoup redoutent mais attendent avec impatience, et il dit ça.
Si nous voulons être respectés, nous devons être unis. Et si nous voulons être libres, nous devons être prêts à l'être pleinement. Il ne dit pas indépendant. Mais tout le monde entend le mot dans l'air, suspendu, c'est comme s'il l'avait dit. Le silence est tel qu'on entend grincer les bancs. Puis viennent les murmures, certains sont choqués, d'autres absolument soulagés, d'autres encore, comme le Virginien Patrick Henry, sourient comme si enfin quelqu'un avait osé dire ce que chacun pensait tout bas. Et ce jour-là, Adams devient quelqu'un. Il n'est plus le petit avocat du Massachusetts. Il devient un orateur, un penseur, un homme dont on se méfie autant qu'on le respecte. Les modérés le trouvent trop abrupt. Les radicaux voient en lui un allié de poids. Et les délégations du Sud, intriguées, commencent à découvrir qu'il existe au Nord un homme capable de les impressionner sans jamais hausser la voix. Et le soir, Adams écrit à Abigail. Sa lettre est courte, il ne dit rien de son discours. Il dit simplement que, je cite, « les choses avancent » et qu'il est bien fatigué. Mais quand elle la lira, la lettre, elle saura. Elle saura qu'il a franchi une étape, qu'il est désormais engagé dans quelque chose qui le dépasse, qu'il ne sera plus jamais un simple avocat, ni un simple mari, ni un simple père. Parce que bientôt, ce congrès prudent va devenir un congrès révolutionnaire. Et John Adams aura un rôle bien plus grand que celui qu'il imagine encore. Déjà, certains voient en lui un futur leader, d'autres une menace. Mais tous désormais savent une chose, le Massachusetts a envoyé à Philadelphie un homme qui n'a pas peur de parler clair. Et cette clarté-là, dans les mois qui viennent, sera cruciale, parce que la question qu'on fuyait, l'indépendance donc, va devenir forcément inévitable. Et il faudra quelqu'un pour la porter, pour la défendre, pour l'imposer. Et ce quelqu'un, vous l'avez compris, ce sera John Adams. Le printemps 1776 s'installe sur Philadelphie. Une chaleur moite s'ajoute aux tensions politiques importantes. Depuis des mois, le Congrès continental tourne autour d'une idée comme on tourne autour d'un feu qu'on craint de toucher. Vous savez, donc encore une fois, c'est l'indépendance. C'est pas rien l'indépendance. C'est pas rien de se couper de ce qu'on a connu avant depuis plusieurs siècles. On parle de réconciliation, de négociation avec Londres, d'apaiser les tensions. Mais sur les routes, dans les ports, dans les villages, les choses évoluent plus vite que dans les salles feutrées du Congrès. Les batailles ont commencé, les morts s'accumulent, et les soldats, les colons, vous savez, devenus miliciens, se battent déjà comme des hommes qui n'ont plus de roi. Pour Adams, le réel ne laisse donc plus de place au doute. À ses yeux, s'accrocher à l'idée de rester des sujets de Sa Majesté est devenu une illusion, et même une illusion dangereuse. Et plus les jours passent, plus il s'impatiente. Alors il enrage, parfois en silence, parfois à voix haute, contre les hésitations des modérés. Il les comprend aussi. L'indépendance, c'est pas seulement rompre avec l'Angleterre, c'est ce que je vous disais, c'est rompre avec tout ce qui a structuré la vie politique, économique, culturelle et religieuse des colonies depuis un siècle et demi. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.